Nous allons maintenant parler et détailler le premier facteur de production dit essentiel et primordial, le travail. Alors, les caractéristiques du travail, le travail se caractérise par un effort, c'est-à-dire une dépense d'énergie, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Cet effort est répété et contraignant, et la contrainte peut provenir d'un lieu de subordination ou de la nécessité de se procurer un revenu pour subsister. Cet effort est productif d'un bien et d'un service. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est que, soyons honnêtes, la plupart d'entre nous n'iraient pas travailler si ce n'était pas indispensable à leur survie. Des enquêtes, des référendums très récents ont montré que à peu près 45% de la population n'était pas épanouie au travail et donc y allait uniquement par besoin, par nécessité, qui est donc indispensable d'avoir un revenu pour pouvoir se nourrir, se loger, etc. Certains y trouvent bien évidemment un confort de vie, une certaine, voilà, quelque chose qu'ils aiment car ils ont une vie sociale, ils rencontrent des gens. Ils ont aussi, si on regarde la pyramide de Maslow, on verra notamment le besoin d'épanouissement, le fait d'aller travailler apporte ce réconfort-là. On s'épanouit, on a le milieu social, mais on a aussi la valorisation de soi-même, le fait de faire quelque chose, le fait d'avoir un but dans la vie, de se lever tous les jours au matin. Et donc à ce moment-là, le petit effort contraignant peut venir plutôt de l'autorité qu'on a au-dessus de soi, donc ce lien de subordination qui fait que peut-être le fait d'avoir une autorité au-dessus, quelqu'un qui nous gère, qui nous contrôle, nous dirige, ça peut voilà, nous déplaire et donc avoir ce petit effet négatif, j'ai envie de dire, sur le fait d'aller travailler. Alors, c'est un effort évidemment qui doit être productif pour générer un bien ou un service. Ça, on est d'accord que le travail humain, en allant travailler, vous allez générer à la fin un service ou un bien, tout dépend le secteur dans lequel vous travaillez. Vous, par exemple, en tant qu'assistant social, vous allez bien évidemment générer un service. Alors, les formes du travail humain, à travers les exemples que l'on trouve dans la pratique, on peut, j'ajouterai un T, distinguer 4 formes de travail. Alors, il y a le travail de direction, qui consiste pour une autorité responsable à choisir entre plusieurs solutions et à prendre des décisions. Donc là, on est vraiment dans les postes cadres, dans les postes à responsabilité, dans les postes au-dessus des autres, où on a un certain confort, mais une responsabilité qui est plus forte et qui peut générer aussi des contraintes. Le travail de recherche et d'invention, autrement dit, les personnes qui sont là pour trouver de nouveaux concepts, trouver, imaginer. Le travail d'organisation, les gens qui mettent en place, qui structurent les choses. Et enfin, le travail d'exécution qui peut être intellectuel ou manuel. Un tourneur va exécuter un travail manuel, tandis qu'un aide comptable, lui, exécute un travail dit intellectuel. Autrement dit, il ne se sert pas physiquement, il ne fait pas d'efforts avec ses mains, mais des efforts avec sa tête. Alors, l'étude quantitative du travail, donc l'étude du nombre des travailleurs dans un pays est l'une des branches d'une science appelée démographie ou l'étude quantitative de la population d'un pays. Nous donnerons tout d'abord les grandes notions utilisées par la démographie avant de nous pencher sur les problèmes liés au nombre de travailleurs. Avant de savoir combien il y a de travailleurs actifs dans un État, faut-il encore savoir combien il y a de personnes dans cet État. Parce que comment savoir finalement le taux de travailleurs dans un État si on ne sait pas combien il y a de personnes au départ? On va donc voir les règles de base de la démographie avant de s'arrêter sur la population active. Le concept de la démographie, justement, les chiffres de la population d'un pays à un moment donné est la résultante de 3 grandeurs. Premièrement, le nombre de naissances, ce qu'on appelle plus communément la natalité. La natalité influence évidemment le nombre d'habitants dans un pays. Vous savez qu'il y a des périodes où elles sont plus ou moins élevées. Tous les ans, on nous sort des statistiques en disant que cette année, il y a eu moins de naissances que l'année d'avant, que sur les 10 dernières années, il y a autant de naissances, ce qui représente un pourcentage de plus d'autant, que si on prend ces statistiques
statistique-là, pardon, dans 20 ans, la population de la Belgique aura atteint tel niveau, etc. Bref, on nous sort de grandes théories là-dessus. Il y a également le nombre de décès qui entre en compte, ou celui qu'on appelle plus communément de mortalité. Alors, j'aime autant vous dire qu'à l'heure actuelle, avec la crise que nous vivons, on est effectivement dans une augmentation de la mortalité. Vous l'entendez des fois au journal, quand on est en train de développer un peu tous ces chiffres du coronavirus, des fois, certains experts commencent à nous parler du taux de mortalité qui est plus important que l'année d'avant. Alors, ça a tendance à nous faire sourire, puisque on sait que, vu qu'on est actuellement, à l'heure actuelle, on est plus ou moins à 13 500 morts liés au coronavirus, il est évident que l'année passée, on n'avait pas le coronavirus. Donc, on n'avait pas 13 500 morts liés à une crise sanitaire. Donc, cette année, forcément, une crise sanitaire est arrivée. Elle crée 13 500 morts pour le moment. Et donc, forcément, le taux de mortalité va augmenter. Ça, c'est une évidence. Ce qui veut dire aussi, c'est que si le taux de mortalité augmente fortement pour une cause bien précise, il faut voir si le taux de natalité va compenser ce taux de mortalité. C'est important parce que ça veut dire aussi que en fait, si le taux de natalité ne comble pas le taux de mortalité, on peut estimer que dans quelques décennies, il y ait moins de population en Belgique. Donc c'est très important parce que n'oubliez pas que la population, c'est des travailleurs, mais c'est également des consommateurs qui font tourner l'économie. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Alors, les échanges ou les flux humains d'un pays à un autre, émigration et immigration. On a évidemment de la population belge qui s'en va dans des pays étrangers tous les ans, mais on a également de la population étrangère qui vient s'installer en Belgique tous les ans. L'émigration et l'immigration. Alors, qu'on soit bien d'accord avec ça, on a connu ici, il y a quelques années, on connaît encore ça, certains pays en guerre qui ont été désertés par leur population, car ces gens-là, ben voilà, vivaient des choses atroces et se sont réfugiés vers les pays qui avaient des meilleures conditions d'immigration. Donc, par exemple, on voit notamment beaucoup d'étrangers qui se lancent d'ailleurs dans des périples au risque et au péril de leur vie. Beaucoup y restent d'ailleurs uniquement pour connaître des conditions meilleures, pour rejoindre des pays comme la Grande-Bretagne, comme la France ou comme la Belgique, où ils savent qu'une fois qu'ils auront mis leurs pieds dans le pays, ils auront droit à un traitement plus ou moins humain, avec des allocations éventuellement, avec une régularisation. Bref, ils savent que nous faisons partie notamment des pays les plus accueillants pour eux, pour cette population-là. Et donc, il faut savoir qu'on a également une population qui augmente par ces immigrations, mais surtout aussi par la natalité provenant de ces personnes également. Alors, il est évident que la population d'un pays ne signifie rien en soi. Ce chiffre ne peut avoir de signification que par rapport à une autre grandeur, notamment la superficie du pays, ce qui donne la densité par kilomètre carré, la surface cultivable, etc. Et oui, on n'y pense peut-être pas souvent, mais le fait aussi d'avoir une telle population, alors on sait qu'en Belgique actuellement, on est à 11 500 000 personnes, plus ou moins. On est d'accord que ces personnes, il faut les loger, il faut les mettre quelque part. Alors, tant que ce sont des enfants, les enfants restent dans le ménage avec les parents. Mais une fois qu'ils deviennent adultes, ils doivent se loger à leur tour, ils créent leur propre famille, etc. Ce qui veut dire que les terrains sont de plus en plus bâtis pour accueillir ces populations. Ça pose problème parce que du coup, on a de moins en moins de terres agricoles qui cultivent, qui vendent et qui créent de la consommation et de l'économie. Donc tout ça, ça doit quand même faire l'effet d'une certaine balance pour qu'on ne se perde pas aussi bien dans trop de terres cultivables et pas assez de logements ou trop de logements et pas assez de terres cultivables. C'est assez, voilà. Actuellement, on sait qu'en Belgique, on a beaucoup de terrains sur lesquels on construit. Ça devient, d'ailleurs, il y a certains endroits de Belgique où on empêche maintenant de construire des maisons unifamiliales, mais on est plutôt pour favoriser la construction d'immeubles avec plusieurs appartements pour pouvoir loger plus de monde au mètre carré.
Alors, de même, chacune des grandeurs qui expliquent le chiffre de population d'un pays, à un moment donné, ne prend un sens que relativement à un autre chiffre. Donc ainsi, le nombre de naissances en un an ne signifie que peu de choses, à l'inverse du taux de natalité qui s'obtient en divisant ce chiffre par la population mesurée en milieu d'année. Alors, plus simplement, donc le taux de natalité, c'est égal au nombre de naissances par an sur la population totale fois 1000. D'accord? Donc, autrement dit, on va pas se dire, waouh, cette année, on a eu, je vais dire comme ça, 300 000 naissances. L'année passée, on en avait 280 000. On a donc augmenté les naissances. Non. Il faut aussi que ça se calcule par rapport à la population globale, puisque ça ne veut pas dire que la population augmente. Ça veut dire qu'il y a eu plus de naissances. Ça ne veut pas dire que la population de la Belgique est en augmentation, parce qu'en contrepartie, on a la mortalité. Donc, en fonction du nombre de naissances, on ne sait pas dire si la population d'un pays est en augmentation ou non, parce qu'il faut prendre le prorata des naissances par rapport au prorata des décès. Il est évident que si le prorata des naissances, donc si le taux de natalité est plus élevé que le taux de mortalité, l'extension de la population du pays est en route. Par contre, si le taux de mortalité est supérieur au taux de natalité, la population va diminuer ou du moins va se stabiliser pendant quelques temps. C'est ce qui risque d'ailleurs de se passer dans les années à venir avec le taux de mortalité lié notamment au Covid-19. Ça reste encore à voir, évidemment, par rapport, malheureusement, au nombre de décès qu'il y aura à la fin de cette pandémie.